Bonjour à vous tous, Monsieur euh, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Monsieur Abdoulaye Diop, président de l'UEMOA. Pour la BAD, c'est la Banque africaine de développement. Pour l'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je vous ai déjà dit dans une précédente intervention que je reviendrai sur ces organisations internationales interétatiques africaines qui, pour moi, sont des organisations terroristes qui achèvent les peuples et les nations africaines. Ce qui a attiré mon attention, pour revenir juste après une semaine à ma dernière intervention, ce sont deux articles, deux informations assez banales que j'ai vues. La première, elle est publiée par Algérie Presse Service, qui dit BAD, Banque africaine de développement, plus de 6 000 participants attendus aux assemblées annuelles à Abidjan en mai. C'est une dépêche du dimanche 25 mai 2025. Plus de 6 000 participants sont attendus à l'édition 2025 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, prévue du 26 au 30 mai. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». Ça, c'est pour la Banque africaine de développement. Par contre, pour l'Union économique monétaire ouest-africaine, c'est un papier en anglais. C'est un papier qui parle de l'appui de capitaux, des tarifs douaniers et de la taxation des ressources naturelles. En particulier, ils disent ce n'est pas le contenu de l'article en lui-même qui m'intéresse, c'est plutôt les sujets traités. Donc le titre de l'article, WEMU, West African Economic Monetary Union, tax officials meet in Togo to address mining sector tax risk. Et il y a deux ou trois chiffres là, qui sont intéressants. In 2023, these revenues accounted for 27.8% of Mali budget and 9.4% of Sénégal. Donc les taxes et les revenus du secteur minier ont compté pour 27,8% dans le budget du Mali, c'est quelque chose de très important, 27,8%, et pour 9,4% du Sénégal. Au Togo, c'est 2%. Donc, c'est plutôt la taxation. C'est le sujet traité qui m'intéresse. D'abord, pour faire en sorte que mes intimes, que mes compatriotes d'Algérie et même d'Afrique maintenant, qui sont débranchés de domaine monétaire, économique, par sur le marché en Afrique, pour qu'ils comprennent un peu mieux ce que je dirais, j'éviterai des formes pompeuses ou quelque chose comme ça. Hein. Je vais essayer d'être très simple, hein, c'est-à-dire faire un petit peu dans le baratin, comme vous le faites. Première question, premier questionnement. Pour moi, quand j'ai lu des rapports, quand j'ai ramené des données plus sérieuses, extraites plus rapidement
des centres d'information de la bibliothèque de l'Université de Montréal samedi passé. Je suis tombé sur des chiffres qui concernent l'Afrique, bien sûr. J'en ai ramené quelques-unes. Je veux vous dire, messieurs les présidents de la Banque africaine de développement, président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qu'aborder ce genre de problème en Afrique est assez difficile, très difficile même, à cause du manque d'information, à cause du manque de transparence, à cause des mensonges qui circulent et surtout de l'intoxication. Vous bénéficiez d'une impunité totale. En tant qu'organisation internationale interétatique africaine, vous bénéficiez d'une impunité totale parce que l'Afrique est un continent de pays sous-développés. C'est-à-dire, il est sous-développé d'abord par la connaissance, il est sous-développé par l'information, il est sous-développé par son manque d'intérêt pour son autodétermination. Ça, c'est tout le continent africain. Hein. Tous les États africains sont inconscients. Ils nagent approximativement et sont soumis à toutes les pressions, soumis à toutes les pressions qu'ils exécutent rapidement. Avant de vous adresser à vous, ce matin, j'ai échangé avec un intime, un frère à moi, qui habite Amsterdam actuellement, et un intime, qui habite actuellement en Espagne. Et bien sûr aussi, il y a une autre intime, plus intime que les deux intimes, qui compte beaucoup pour moi. Donc je vais essayer d'être très simple. Il y a un livre écrit par une Algérienne de Kabylie que j'attends, que je dois lire. Un livre de la littérature. J'ignore de quelle consistance elle est, cette littérature, dans la mesure où j'attends ce livre pour le lire et me faire une idée. Par contre, je lis des éditoriaux par cet intime qui habite en Espagne, et je me dis, après lecture, je me dis que je suis encore très loin de sa force, de la force de ses écrits. Cet intime, par contre, les écrits de cet intime qui vit à Amsterdam. Je vous donne le titre de ces deux ouvrages que j'ai lus à au moins 2 reprises. C'est le premier, c'est lui le livre, suivi de l'autre le livre. Et lui le livre, suivi de l'autre le livre. Le deuxième ouvrage a pour titre « Pays d'aucun mal ». Il a d'autres ouvrages publiés en France et ailleurs. Ces 2 ouvrages, pour moi, sont plus complexes à comprendre que ce qu'il y a dans ce livre. Fixed Income Mathematics. C'est un livre qui traite de la titrisation, hein? Les EBS, CDS, etc., hein? MBS, etc., titrisation. Ce livre est ennuyeux,
C'est un livre qui ennuie. Quand on le lit, il ennuie. Mais on peut comprendre. Sauf que les intimes dont je vous ai parlé vont s'énerver en lisant ce livre. C'est un peu de mathématiques, un peu tordu, et pourtant, si elles arrivent à s'en passer des équations de mathématiques qu'il y a dedans, mais elles sont surprises par le niveau de sophistication de certains mécanismes dans le domaine de la finance et la monétique et la monnaie internationale. Hein, la monnaie internationale. Pour l'éditorialiste que je lis, il s'appelle Kasselim. Il s'appelle Kasselim. Sur le web, vous allez trouver ses éditoriaux, ben, vous pouvez jeter un coup d'œil. Pour l'auteur de lui le livre et Pays d'aucun mal, il s'appelle Mahdi Achachor. Ben, il m'a rendu la vie un peu complexe avec lui le livre et Pays d'aucun mal. Je vais essayer de lui rendre la vie moins complexe avec ce que sur les sujets que j'aborderai. Donc, à vous, messieurs les présidents de l'Union économique monétaire ouest-africaine et de la Banque africaine de développement, question simple. Vous arrive-t-il de penser que vous dirigez des organisations criminelles? Criminelles dans le sens où elles accélèrent le sous-développement de l'Afrique, qu'elles sont incapables d'améliorer le sort des Africains, qu'elles participent à la dilapidation des richesses naturelles de toutes les Africaines et de tous les Africains. Ça, c'est la question. Vous arrive-t-il d'y penser? D'y penser que vous êtes des dirigeants d'organisations criminelles? Question. Peu importe maintenant, hein, qu'il s'agisse de la Banque africaine de développement, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, de l'Union monétaire ouest-africaine, peu importe, toutes ces organisations-là, hein, ont été des organisations installées grâce à l'indépendance qui vous a été offerte par l'Algérie. Je précise mes mots. Les révolutionnaires algériens, les maquisards algériens, aidés par des étrangers, comme Frantz Fanon, comme Daniel Mine, comme Maurice Audin, des Français, ont aidé les révolutionnaires et les maquisards algériens à arracher leur indépendance. Donc, c'est la révolution algérienne qui vous a offert vos indépendances. La France de l'époque a préféré se concentrer sur l'Algérie et avoir l'Algérie, et vous libérez, vous, parce que vous étiez facile à redominer. Voilà. Je dois vous dire que l'Algérie est mentionnée dans l'article 6 de l'OTAN. C'est pour vous montrer l'importance de l'Algérie pour la France, pour tous les pays de l'OTAN. L'Algérie, à ce jour, demeure propriété de la France dirigée par Emmanuel Macron actuellement. Et Emmanuel Macron gardera l'Algérie, quitte à la mettre en feu et en sang. Il doit la garder. Parce que vous, majoritairement d'anciens des colonies françaises, vous y êtes déjà. Il vous tient. La preuve, ce sont les derniers développements qui se produisent. Et maintenant, je vous fournirai quelques éléments
de mécanismes internationaux qui se cachent derrière cette fumisterie qui est la coopération internationale. Okay? Bon, actuellement, le terrorisme, des violences, des meurtres en masse, etc., sont exécutés un peu partout. Des coups d'État sont organisés en Afrique. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, etc. Tout ça, bon, on parle de terrorisme islamiste, etc. Non, 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 non. Il y a une terreur qui s'abat sur certains pays, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Il y a des risques d'explosion en Côte d'Ivoire et en Cameroun. Il y a une guerre au Congo. Le Tchad risque d'exploser assez tôt. Le Sénégal actuellement arrive à tirer son épingle du jeu parce qu'il a dilué tous les problèmes réels des Sénégalais dans des jeux politiciens liés à l'ancienne présidence, etc. Il doit y en avoir des problèmes comme ça. C'est le cas de l'Algérie. Ouais. Donc je le répète, c'est la nation algérienne qui vous a offert vos indépendances en payant très cher la sienne. Ça, c'est avant 62. Avant le 5 juillet 62. Pour maintenant, nous sommes en 2027. Une fois libéré, c'est la nation algérienne qui vous libérera encore une fois. D'accord? Donc, messieurs les deux présidents de la BAD et de l'UMOA, par extension aux autres, à tous les autres, là, l'Union économique monétaire ouest-africaine, hein, c'est une union économique monétaire. Une union économique et monétaire. Ça, c'est. Pour mes compatriotes et mes intimes qui doivent comprendre ce que c'est une union économique et monétaire avec des termes très simples, ils n'ont qu'à penser à l'Union européenne, qui est une union économique et monétaire. Il y a des pays qui se sont réunis, ils ont une monnaie unique, tout le monde est libre de circuler dans la zone, dans l'Union européenne, ils n'ont qu'à penser à l'espace Schengen. Ça, c'est pour comprendre. Une monnaie unique, le même régime de douane, aucune taxe douanière à l'intérieur entre eux. Voilà. Ils ont le même régime de taxes, de tarifs douaniers avec le reste du monde. Voilà. Ça, c'est une union économique et monétaire de l'Union européenne. Pour être ce qu'elle est, l'Union économique et monétaire européenne a commencé le travail depuis 1958. Par contre, en Afrique, cette union économique monétaire ouest-africaine est née juste après presque les indépendances. Les indépendances, j'en ai déjà parlé sur la création de la CEDEAO, qui remonte à avant 67, officiellement née en 1975, qui subit un droit extraordinairement bien écrit parce qu'il est d'origine anglaise, et américaine, hein? Alors que le droit des affaires dans toute l'Afrique obéit aux phrases enfantines qui apparaissent rédigées par l'OHADA, hein, OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Voilà. Et je
je l'ai dit et je le répète, je suis sûr et certain que l'un de mes professeurs de droit, du droit international des affaires à HEC Montréal, y est pour quelque chose. Quand on compare juste la rédaction des droits, on voit le caractère de domination, le caractère d'asservissement. Pourquoi? Parce que depuis, je compte à partir de l'indépendance de l'Algérie, depuis 1962, tous les régimes politiques africains ont été des dictatures. Si le mot dictature vous dérange un petit peu, mettez pour quelques pays une démocratie populaire. Une démocratie populaire, pour être plus clair, c'est une dictature. C'est une dictature qu'on décrit par démocratie populaire. Voilà. Quand on dit démocratie populaire, ça veut dire dictature aussi. Pour le cas de l'Union économique monétaire ouest-africaine, elle est passée directement du premier stade d'intégration au 5e stade d'intégration. Elle est passée outre les associations de commerce préférentielles, elle est passée outre une zone de libre-échange, elle est passée outre l'union monétaire douanière, elle est passée outre marché commun, elle est allée directement union économique et monétaire. Vous signalez que le Canada est une zone de libre-échange imparfaite, non optimale. Le Canada en 2025. Suivez l'information et vous allez voir les problèmes qui vont apparaître. OK? Pour les conditions d'intégration économique, on dit qu'il faut qu'il y ait même niveau d'intégration, même niveau de développement des économies intégrées. Ça, c'est un critère que tous les pays africains, auquel tous les pays africains satisfont. Sont tous sous-développés. Donc, en termes de niveau, ils sont au même niveau. Mais si on ajoute l'autre facteur qui est la proximité géographique, oui, l'Algérie est très proche du Maroc, de la Tunisie, du Mali, du Niger, de la Mauritanie. Elle commence à s'éloigner un peu plus du Tchad. Une autre fois, je reviendrai sur ce droit d'accès à la mer, à l'Atlantique, accordé par le Maroc, le roi du Maroc et certains pays, et pas l'Algérie. Bon. Donc, la proximité géographique, ça c'est d'un point de vue théorique. Oui, on le satisfait. Les pays d'Afrique centrale, oui, ils sont très proches. Ils sont petits, le Bénin, la République centrafricaine, d'un point de vue taille, ils sont petits. Donc les distances sont réduites. Mais est-ce que c'est un facteur d'intégration économique? Non, parce que le transport, les moyens de transport n'existent pas. Les termes de l'échange, ce qu'ils doivent échanger, mis à part tout ce qui est les produits mafieux, il y a les produits mafieux, probablement un peu de coton, un peu de café par-ci et par-là, rien d'autre. Okay. Est-ce qu'il y a des compatibilités des valeurs culturelles, sociales et culturelles? Pour les valeurs sociales et culturelles, je réponds par oui. Pour les politiques économiques, non. Parce que vous n'avez aucune souveraineté. Vous avez bradé votre souveraineté, vous l'avez donnée à la France. Du moins, vous l'avez donnée à la France. La France d'Emmanuel Macron vous a tout pris. Actuellement. L'autre information qui m'a surpris, le forum pour la Banque africaine de développement, là, du 25 mai, 26 mai jusqu'à la fin du mois, va ramasser 6000 personnes.
6 000 personnes d'après la dépêche d'Algérie Presse Service. Hein. 6 000 personnes. Est-ce que la Banque africaine de développement est aussi importante que Goldman Sachs? Est-ce que la Banque africaine de développement est plus importante que Citigroup? Est-ce que la Banque africaine de développement est plus importante que la Banque centrale européenne ou bien la Banque internationale européenne? La Banque européenne pour la recherche et le développement, pour ramasser 6 000 personnes. Ça, c'est un premier indicateur de la gabegie qui règne dans les organisations internationales africaines. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question. Vous arrive-t-il de ressentir que vous dirigez des organisations criminelles? 6 000 personnes. Hein. Je dois présumer que d'Algérie viendront 5 personnes. Hein. Ces 5 personnes, en considérant que le billet d'aller-retour, là, par avion sera de 3 000 $ à peu près. Et les frais de séjour seront de 1 000 $, ça c'est au bas mot. Hein. Les frais de séjour, hein, c'est-à-dire pour manger, boire, etc., de 1 000 $, plus un argent de poche, on va dire, de 500 $. Là, ça commence, la facture commence à monter. Hein. 6 000 personnes avec une moyenne de, on va dire, de 4 000 $ de dépenses par personne, une moyenne hein, de 4 000 $, ça fait 24 millions de dollars. Abidjan va exploser. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a 6 000 places d'hôtel disponibles à Abidjan? Quand est-ce que je vous ai dit que l'indépendance algérienne, les révolutionnaires algériens plutôt, hein, les révolutionnaires algériens et les maquisards algériens, hommes et femmes, vous ont offert l'indépendance? Quand est-ce que certains pays africains ont rejoint le GATT, qui est l'ancêtre de l'OMC? Le Bénin, en 1963, le Burkina Faso, 1963, la Côte d'Ivoire, 1963, le Mali, 1993, le Niger, 1963, le Sénégal, 1963, le Togo, 1964. En 1963-64, l'Algérie a décidé de se doter, du moins l'État algérien s'est doté d'une banque centrale et d'une monnaie souveraine jusqu'à 64. J'en ai déjà parlé sur la valeur, la cotation du dinar et la valeur, comment il a dégringolé. Le dinar algérien, comme le franc CFA, à un certain moment, il était plus cher que le franc français. Ok? J'ai déjà donné l'histoire. Donc, pendant que l'État algérien se dotait de structures régaliennes, de réelle indépendance, certains pays qui sont membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine et de la Banque africaine de développement se sont redonnés à la France et aux intérêts de l'Ouest. Donc, la question le sujet de réunion de l'UEMOA sont les taxes douanières. Taxes douanières, tarifs douaniers, les droits de douane, tout ça c'est la même chose. Hein? C'est le même problème que posent les États-Unis d'Amérique au reste du monde. Pose le problème de douane, problème de tarifs douaniers, taxes douanières, droits de douane, des droits de douane. C'est le même problème en 2025 posé par les États-Unis d'Amérique à tout le monde, y compris et en pire aux Africains. Donc, vous comprenez, il est facile pour tout le monde de comprendre que les droits de douane sont une arme de guerre.
sont une arme de guerre. S'agit-il de la soft power ou de la hard power? Tant donné qu'il n'y a pas de militaires apparents, visibles, on va dire que c'est de la soft power. Mais après, ça risque de devenir de la hard power, surtout en Afrique. Tous les pays utilisant le franc CFA risquent d'être égorgés, brûlés, foutus en l'air par Emmanuel Macron. L'État algérien, actuellement, s'il continue dans cette lancée suicidaire, il subira le même sort. Okay? Sauf que l'État algérien a des sujets, même pas citoyens, qui continueront à le défendre. Okay? Et en défendant la nation algérienne, des Algériens défendront aussi les Africaines et les Africains. En disant que les Algériens défendront les Africaines et les Africains comme l'ont fait d'autres. Par exemple, pour la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. Okay? Les décideurs au Burkina Faso doivent éviter de manipuler la mémoire de Thomas Sankara. Les Maliens doivent éviter de manipuler la mémoire de Modibo Keïta. Les Burkinabés et les Maliens doivent honorer les mémoires de Modibo Keïta et Thomas Sankara. Okay? Je vous rappelle que Modibo Keïta a été éliminé par la France parce qu'il voulait une monnaie pour le Mali, pour le Grand Sénégal à l'époque, et une banque centrale. Et pour cela, il a fait appel à des économistes israéliens. Maintenant, je viens à quelque chose de relativement simple, du moins simple, non. Je vais utiliser mon ordinateur ici en lisant. Donc, pour la Banque africaine de développement, je vois ici le projet pour l'Algérie. Quel projet pour l'Algérie? Il y a un certain temps, là maintenant, 4 ans, 5 ans, la Banque africaine de développement a accordé un prêt d'1 milliard. Est-ce que c'est 1 milliard de dollars? Est-ce que c'est 1 milliard d'euros? Ou bien 1 milliard d'unités de compte que vous utilisez là? Et apparemment, votre unité de compte coûte ce que coûte le DTS, le droit de tirage spécial, le SDR, le Special Drawing Right. Est-ce que s'agit-il du projet, il faut que je retrouve ici, d'1 milliard de dollars, bon, d'un projet de 2018? Vous avez accordé un prix de... Voilà. Il y a des projets, tous les projets que vous avez financés sont des projets d'évaluation, d'études, etc. C'est-à-dire, aucun projet n'est productif. Aucun financement de la Banque africaine de développement n'est allé vers un investissement de production. Par exemple, produire des crayons, produire des bicyclettes. Okay? Mieux encore, produire des fauteuils roulants pour les handicapés. Encore.
sont allés faire des études. J'ai dit à propos de la Banque africaine de développement, elle est un canal de corruption. C'est la preuve. Aussi, en jetant un coup d'œil sur les pays membres qui siègent, qui adhèrent à la Banque africaine de développement, il y a quasiment tous les pays africains, mais il y a des pays étrangers. L'Argentine est membre ou partenaire de la Banque africaine de développement. Que peut vous donner l'Argentine? Excepté à travers les milliardaires argentins, peut-être d'origine syrienne ou libanaise, qui veulent passer par la Banque africaine de développement pour blanchir de l'argent. Mais je me suis intéressé plutôt à la France. Le directeur exécutif s'appelle Stéphane Mousset et le directeur exécutif adjoint s'appelle Anna Sobrino de l'Espagne. Le dernier financement français qui vient de France, j'ignore à partir de quelle banque, parce que ce n'est pas d'une caisse de l'Élysée que vient cet argent-là. Remonte à 2017. Il est de combien d'euros? Combien d'euros? Le chiffre. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est moyen? Il est de 500 000 euros, s'il vous plaît. 500 000 euros. Ça, il remonte à 2017. « 500 000 euros. Et vous continuez à dire qu'Emmanuel Macron vous aime. Parce que quelque part sur votre site internet, vous l'avez dit là, hein, qu'Emmanuel Macron vous aime. On va essayer, peut-être que maintenant, on va dire l'Irlande. « 2021, l'Irlande, qui est dans une crise terrible, liée à ce qu'a fait, à tout ce qu'a décidé le président des États-Unis d'Amérique, hein, avec les taxes douanières, avec les ordres qu'il donne aux investissements pour le rapatriement des investissements aux États-Unis d'Amérique, pour Apple par exemple. Apple, Amazon, tout ça, hein, Microsoft, tous. Intel, ces entreprises doivent repartir aux États-Unis d'Amérique, sinon c'est va les surtaxer. Donc l'Irlande, l'Irlande, c'est ça. L'Irlande est l'un des plus beaux paradis fiscaux au monde. En 2021, il a donné à la Banque africaine de développement 87 millions d'euros. Et en 2022, il a donné 121 millions d'euros. Et pour 2025, il s'est engagé, l'Irlande s'est engagée, l'Irlande, je dis comme ça, hein, parce que rien n'est... Quelle est la banque irlandaise qui vous donnera 225 millions d'euros? Vous imaginez 225 millions d'euros comparés aux 500 000 euros de la France. Messieurs le président de l'Union économique monétaire ouest-africaine, messieurs le président de la Banque africaine de développement, vous conviendrez avec moi que j'ai utilisé termes très modéré là, hein? Quand vous entendrez mes mots, ne me reprochez absolument rien. Parce que
s'il y a un mensonge dans mes mots, vous pouvez me relancer. Mais les Africaines et les Africains doivent démanteler toutes ces organisations internationales africaines qui sont des organisations terroristes. Les Africaines et les Africains doivent exiger immédiatement une nouvelle monnaie souveraine. Comme ça, vous serez libre. Libre de faire les conneries que vous voulez les faire. Mais vous allez les faire avec votre monnaie, en ayant vos politiques monétaires, en ayant vos politiques budgétaires. Quelles sont? La Tunisie, l'Algérie vient d'avoir un prêt de la banque, un financement de la Banque islamique de développement que je traiterai après. Il s'agit de mon pays. Là, parce que avec ce financement de la Banque islamique de développement, allez, avec le fond nous allons aller dans le fond des hedge funds, de la spéculation, etc. et de tendre le cou à la pratique, à certaines pratiques de la finance islamique. Hein. C'est un musulman qui vous parle. Certaines pratiques, hein, la finance islamique est appliquée au Canada. Du moins, il y a des banques, du moins, des fonds d'investissement spécialisés en finance islamique. Hein. Ça existe ici au Canada. Ouais. Donc les Africaines et les Africains doivent crier maintenant, exiger pacifiquement des monnaies qui leur sont propres. C'est difficile à mettre en œuvre? Oui. Et pourtant, prenez l'exemple de la révolution algérienne. Indépendance le 5 juillet 1962, 5 juillet 1963, 1er janvier 1964, la Banque centrale d'Algérie est née. Même pas, hein? Même une année et demie. Ça veut dire que c'est une année et demie après l'indépendance. C'est là où c'est l'un des facteurs de la grandeur de la révolution algérienne que certains imbéciles et crétins critiquent maintenant. Certains imbéciles et crétins qui donnent de la voix à certains Français, là, comme Triancourt et autres de cocolas de la presse, etc. Donc, le Sénégal, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, le président du Sénégal, doivent s'arranger soit pour partir à Alger, soit faire venir ceux d'Alger à Dakar. D'accord? Donc, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, doivent aller à Alger le plus tôt possible, ou bien inviter ceux d'Alger le plus tôt possible, qu'ils fassent une déclaration solennelle et officielle qu'ils cesseront toute activité, toute action nuisible au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ils doivent les cesser. Pour moi, tous les militaires se valent. Par définition, idiots. Mais derrière ces militaires, il y a des populations qui souffrent. Il y a des bébés qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent. En disant qu'il y a des bébés et des enfants qui souffrent, ce n'est pas une rhétorique. Non, non.
dans le Statistics Yearbook de la Banque africaine de développement, hein, dans l'annuaire statistique de la Banque africaine de développement, le dernier disponible, dans le cadre de mon pays uniquement. En 2020, 13,3% de la population vit dans des slums. Slums, c'est les bidonvilles, ou les taudis. Okay? 4% de la population en 2020, d'après les statistiques. 4% de la population algérienne vit avec moins de 3,65 $ par jour. À ceux qui ont fait cet annuaire statistique, d'abord, il est mal foutu. Ça, c'est la première. Deuxièmement, il y a trop de fautes. Below $3.65 a day, below, juste en dessous, moins de 3,2 $. Par jour. C'est quoi ça, là, les chiffres, là? Les colonnes sont inversées, là. C'est donné, c'est un rapport de 304 pages. Premièrement, il est en PDF. Deuxièmement, ça c'est la première. Deuxièmement, il fallait le mettre en Excel. Il faut offrir une fonction en Excel pour pouvoir télécharger et le traiter, etc. C'est valable pour l'UMOA, c'est valable pour l'aspect financier de la Banque africaine de développement, parce que télécharger en Excel, ça donne des chiffres un peu bizarres. Okay? Il avait fallu que je parte jusqu'à la dernière page pour voir vos sources d'information. Vous avez utilisé globalement les statistiques de the International Labour Organization et vous avez utilisé the United Nations Population Division. Il faut préciser que ces données sont des prospectives, ne sont pas de données exactes. En tant qu'Algérien, j'ignore la population de mon pays en 2025 à au moins à 500 000 personnes près, à un demi-million. J'ignore. Okay? Donc, à vous, président de l'UMOA, président de la Banque africaine de développement, oui, dans l'un de mes ouvrages, j'ai dit que ce sont les Africains qui vont détruire l'Afrique. Ce sont des Africains qui détruisent l'Afrique. Si j'allais dans la macroéconomie du FMI et de la Banque mondiale, j'utiliserais des mots encore plus sévères. Juste un exemple. Quand vous partez au FMI et à la Banque mondiale et que vous allez trouver des complices à l'intérieur de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, des Africains qui vivent aux États-Unis d'Amérique, etc., ils peuvent vous ordonner d'ouvrir un secteur économique bien particulier. En économie, on parle d'économie de niche, là où il y a beaucoup d'argent. Ils vont vous ordonner d'ouvrir des secteurs économiques qui vont bénéficier à tous ceux qui sont proches des régimes, des dictatures militaires. Ils les aideront à trouver des financements spéculatifs, afin de lever de fonds à l'étranger. À travers ça, c'est pour vous corrompre le plus, vous corrompre encore plus. Donc, à vous tous, chers compatriotes africaines et africains, vous devez vous réveiller et réveillez-vous dans la paix. Évitez la violence. Évitez la violence, évitez la violence. Invoquez les droits de l'homme, invoquez les droits de la nature, invoquez vos droits humains,
Invoquez vos cultures. Vos cultures sont une immense richesse. Ce sont les écrivains européens et américains qui vous défendent mieux que vos dirigeants, qui profitent par exemple de l'absence d'Internet dans vos pays. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Avec tout mon cœur d'Algérien, pour vous tous. Merci.